Donc, merci beaucoup d'être venu. Donc, je suis Minari, je travaille au bureau des relations internationales. Et merci à Karine du service des ressources humaines qui a organisé cette conférence. Parce que ça fait 3 ans qu'on accueille les étudiants mexicains et on voulait présenter un peu leur système et faire connaître leur présence ici et ce qu'ils nous apportent. Donc on a demandé à Rita Goicoechea, qui est professeure de Mexico, de faire une présentation de leur système éducatif et des réformes qui sont okay. D'accord. Voilà, bon après-midi à tout le monde. C'est la première fois que je veux parler de ce sujet en français, donc soyez patients. Si vous avez des doutes, posez des questions. Donc cette présentation va se dérouler 2 temps. La première partie, c'est à mon charge. Je vais vous parler sur le système éducatif au Mexique et ses particularités. Dans une deuxième partie, je vais vous montrer comment elle est faite la formation d'enseignants, qui est particulier, assez différent du cas français. Et puis finalement, on va parler du sujet de la politique, parce que c'est toujours impossible de parler de l'éducation dans n'importe quel pays sans parler de la politique et toutes les réformes qui sont actuellement en train de se faire au Mexique. Bon, le système éducatif mexicain, c'est un système, là il y a un tableau qui est assez général. Normalement, on a plus ou moins le même système qu'ici en France. Ce qui est différent, c'est que c'est obligatoire à partir l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire, ils sont tous les deux obligatoires. Je crois que c'est pareil, ce qu'on appelle l'instruction obligatoire ici en France. Et cet enseignement primaire, c'est l'enseignement de l'éducation maternelle, l'éducation primaire. L'enseignement secondaire, c'est la secondaire, la formation professionnelle, aussi bien que le baccalauréat. C'est l'équivalent au lycée en France. Les tranches d'âge, c'est pour l'éducation maternelle, pareil qu'en France, entre 3 et 5 ans et 11 mois. Pour l'école primaire, c'est 6 niveaux, c'est entre 6 et 12 ans. J'ai mis ici un programme 9-14 dont je vais vous parler un peu plus tard. Et finalement, la secondaire et le bac pour l'enseignement secondaire, c'est pareil, entre 13 et 15 ans et 15 et 18 ans. À partir d'ici, commence la formation professionnelle ou l'éducation supérieure, dans laquelle il se trouve l'éducation normale ou l'équivalent à la formation d'enseignante ici en France. Mais on parle encore de l'éducation normale au Mexique parce que les écoles normales continuent à exister. Et même s'il y a eu des réformes, elles gardent toujours leur nom qui date de la fin du 19e siècle. C'est quoi l'éducation initiale et le programme 9-14? L'éducation initiale, c'est un projet qui a commencé depuis la fin des années 90 à cause des besoins spécifiques de la population, surtout urbaine au Mexique, qui est de proposer aux parents, aussi bien les mères et les pères qui travaillent, avoir un endroit pour, c'est les crèches, mais c'est l'équivalent aux crèches ici en France, mais il y a un programme. Il y a un programme spécifique qui se déroule à l'intérieur des écoles de crèches. J'ai mis une colonne ici sur ce que c'est l'éducation scolarisée, toutes les institutions où elle se déroule, et puis un système non scolarisé ou un système, disons, alternatif. Il faut dire que dans tous les niveaux, depuis l'instruction obligatoire et l'éducation supérieure, il y a des services privés et des services publics. Évidemment, c'est l'article 3 de la Constitution nationale au Mexique qui propose ou qui définit en fait à l'État comme celui qui doit mettre à la portée de la population tous les services éducatifs de tous les niveaux. Mais évidemment, en ce qui concerne l'instruction obligatoire, l'État est encore plus obligé de proposer, on parle actuellement d'une couverture, c'est-à-dire d'un service éducatif pour plus de 90% de la population.
Et ce qui est assez important pour une matricule, pour un nombre d'élèves dans ce niveau qui est à peu près entre les 35 et 40 millions de Mexicains. C'est assez grand. Il faut se rappeler que le Mexique, c'est un grand pays de 120, un peu plus de 120 millions d'habitants. Actuellement, le dernier census, comment on dit? Recensement, ça a été fait en 2015. Et depuis, évidemment, il y a eu beaucoup d'enfants qui sont venus. Et donc, l'éducation initiale, c'est une des particularités de ce système qui ne fait pas partie de l'instruction obligatoire, comme l'éducation maternelle et l'éducation primaire, mais c'est quand même une opportunité pour les parents qui travaillent d'avoir leurs enfants dans un cadre éducatif formel et avec un programme spécifique. Le programme 9-14, dont je vous parlais tout à l'heure aussi, c'est un programme assez spécifique parce qu'il il reprend tous ces élèves qui, à l'âge de 9 ans, n'ont pas pu être scolarisés. Donc, ou bien qui sont dans un très important, comment dire, qui ont des problèmes pour continuer leurs études d'une manière assez régulière. Il s'agit par exemple des populations migrantes qui passent d'un État de la République mexicaine à l'autre. Il y a beaucoup d'immigration à l'intérieur du Mexique, surtout des États du Sud. Il y a une importante population indigène, surtout on parle d'à peu près les 10% de la population indigène au Mexique, et qui part travailler vers le nord du pays. Et évidemment, dans ce genre de situation, il y a beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas être accueillis dans les écoles de façon régulière. Et donc, on a proposé ce programme 9-14 qui propose aux élèves d'être alphabétisés avant l'âge adulte, qui est considéré, depuis le point de vue éducatif, de 15 ans. Comme ça, ils peuvent joindre une formation professionnelle ou d'autres catégories, mais avoir au moins le minimum qui est l'éducation primaire. Le programme 9-14, c'est les âges. À partir de 9 ans, si un élève à 9 ans n'est pas un 5e ou un 4e, qui est plus ou moins l'équivalent pour son âge, et il doit être remis à ce programme 9-14. Il existe à peu près dans tous les pays, mais c'est surtout dans les zones urbaines qu'il marche très très bien. Qu'est-ce que c'est en plus l'éducation? Si vous voyez là, il y a l'éducation générale, interculturelle et communautaire. L'éducation générale, dans tous les cas, c'est l'éducation proposée par l'État mexicain, à partir du ministère de l'Éducation nationale, la CEP, Secretaría de Educación Pública. L'éducation interculturelle, c'est aussi une institution ou un projet, dont je vais vous parler un peu plus loin, qui dépend également du ministère de l'Éducation nationale, de la Secretaría de Educación Pública, alors que le programme communautaire sont proposés par ce qu'on appelle le Conseil national de renforcement éducatif, Conseil national de fomento éducatif, qui est en fait, ça ne fait pas uniquement partie du ministère de l'Éducation nationale, mais aussi du ministère du Développement. Et il y a le budget est partagé, et c'est surtout pour atteindre les communautés les plus éloignées. C'est aussi dans le cadre de la population indigène, surtout, mais également pour suivre toutes ces populations qui se déplacent à l'intérieur du pays, même pour les immigrants qui ne sont pas mexicains. Par exemple, actuellement, dans le nord du pays, nous avons, à part la caravane qui est en cours de traverser le pays actuellement, depuis très longtemps, on accueille beaucoup d'immigrants de tous les pays. On a une énorme colonie d'Haïtiens qui sont restés là depuis la catastrophe du séisme 2011. Et aussi, on a une importante communauté brésilienne à Tijuana, dans une ville de la frontière au Mexique, à côté des États-Unis. Et le CONAF ce qu'il fait, c'est proposer également d'abord une alphabétisation à l'espagnol, pas uniquement pour les immigrants
étrangers qui ne parlent pas la langue espagnole, mais aussi pour les Mexicains qui ne parlent pas l'espagnol ou qui parlent d'autres langues indigènes. À partir, tous ces services éducatifs sont proposés, comme je vous disais, d'un côté par le ministère et de l'autre côté de l'éducation et de l'autre côté par le CONAFE. Mais les programmes sont identiques. C'est uniquement qui propose les services qui change, mais tous les programmes sont les mêmes. Ils sont tous à niveau national et il y a aussi ce qu'on appelle l'adéquation curriculaire, qui est surtout à partir de l'actuelle réforme éducative, on lui donne un peu plus d'importance à l'adéquation curriculaire pour chaque région, chaque population en particulier peut faire toutes les adaptations qui sont nécessaires pour eux, dans leur contexte spécifique. Bon, on va maintenant dans l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire, c'est aussi, le CONAFE propose aussi l'enseignement secondaire. C'est l'équivalent au collège, ici en France. Et entre l'école primaire et l'école secondaire, on fait 9 ans. Alors qu'ici en France, on fait 6 années d'école primaire et 4 années de collège. Nous, au Mexique, on fait 6 écoles primaires et 3 de collège. Mais à la fin, c'est pareil, 9 ans. Et ils finissent à la même âge, 15 ans. Et donc, ils rentrent à partir de là. Il faut dire ici qu'il y a une formation professionnelle à l'intérieur des écoles secondaires. Actuellement, on ne sait pas très clair parce qu'on traverse justement la réforme. Et une des conséquences de cette réforme, c'est qu'ils sont fait disparaître, qu'ils veulent faire disparaître ce qu'on appelle le satellé. Ce sont des ateliers où les élèves prennent des formations, suivent des formations très spécifiques d'électricité, comme de plombier, de secrétariat. Et en fait, ce sont des métiers de base qui les préparent à une vie professionnelle plus ou moins rapidement. C'est pas de pointe, c'est pas une formation très importante, mais quand même c'est une façon de leur donner le minimum d'outils pour essayer de faire un métier, de commencer un métier. Et on commence avec le baccalauréat, car il y a un baccalauréat général et un baccalauréat technique. Alors, dans la suite de ces formations professionnelles, ce qu'on appelle le Collège national d'éducation professionnelle, c'est les sigles CONALEP, le Collège national d'éducation professionnelle, leur donne la chance à chaque élève qui rentre dans ces institutions d'avoir un bac général, mais aussi une formation technique. Et ça, c'est un programme qui a commencé dans les années 70, qui a eu beaucoup de succès et qui actuellement prend à peu près la moitié des étudiants de ce niveau au niveau national au Mexique. Mais la plupart, même s'il y a beaucoup d'élèves qui sont à l'intérieur de ces niveaux, de ces programmes d'études professionnelles, la plupart d'entre eux voudraient continuer leurs études dans une école préparatoire ou le collège des sciences et humanités collège, bon, il y a eu des erreurs à cause comment on appelle l'autocorrecteur, qui est en espagnol. Et ces écoles-là sont de l'Université nationale du Mexique et de l'Institut polytechnique national. Ça, c'est, disons, le bac général, mais aussi dirigé à préparer des scientifiques ou scientifiques sociaux, des scientifiques en sciences biomédicales et en général pour les sciences et les humanités. La plupart des Mexicains restent ici. Comme c'est le niveau jusque-là obligatoire, c'est plus ou moins le niveau en général qui attend les gens qui continuent leurs études. Le niveau d'éducation au Mexique, c'est assez bas. Les dernières recherches nous ont
donné un chiffre à peu près 5 ans d'études pour le niveau général de la population, c'est-à-dire qu'on reste là, à l'enseignement primaire. Le nombre d'années étudiées par la population mexicaine en général, c'est 5 ans. C'est le moyen. C'est la moyenne. C'est la moyenne, c'est très bas. C'est très très bas. Et le Mexique fait partie de l'OCDE et en général, c'est le plus bas de tous les... Non, je crois que c'est le plus bas parce qu'il y a le Brésil qui est entré aussi. Donc, il est encore plus bas. Je ne suis pas sûre de cette donnée que je vous donne. Mais c'est assez bas. Mais par contre, ce qui est l'enseignement primaire, on parle d'une couverture de plus de 90% d'élèves qui sont dans ces niveaux. S'ils continuent, s'ils répètent leurs études, comment c'est leur niveau d'apprentissage, il n'y a pas vraiment jusqu'à là des données assez dures pour savoir si les élèves, même s'ils finissent leur niveau d'études, ils sont tous les apprentissages qu'ils sont censés avoir une fois qu'ils ont fini ces niveaux d'études. C'est plutôt flou, l'information là-dessus. Bon, on continue donc avec l'éducation supérieure. Et celle-là se trouve l'éducation normale ou la formation pour les enseignantes. Et il y a la licence qui, c'est à partir de 18 ans et qui dure entre 4 et 5, voire 6 ans. Dans les cas des études pour devenir médecin ou vétérinaire, ça peut devenir, pour les études en médecine, ça fait, je crois que c'est 7 ans. Et pour la vétérinaire, c'est 6 ans. Donc c'est les études les plus longues. Sans les spécialisations, sans les masters et sans les PhD. À part ça, il y a le master et le PhD. Et il y a, après l'éducation, la licence, le master, le PhD, où une énorme diversité des diplômes, spécialisations dans tous les domaines, dans toutes les disciplines. Dans le système non scolarisé, à partir du bac, on a ce qu'on appelle l'Institut national pour l'éducation des adultes et aussi l'université et d'autres institutions d'éducation supérieure proposent des études à distance. Donc, il y a beaucoup de gens qui font une deuxième carrière, on appelle au Mexique la carrière comme on fait une licence, les études de licence. Et ils la suivent toujours, peuvent la suivre à distance. L'offre d'universités, aussi bien publique que privée, est en train de s'élargir à chaque année. Il y a beaucoup d'universités qui commencent à offrir des services. Jusqu'à là, il n'y a pas de questions, de doutes, tout est clair. Une des particularités du système éducatif mexicain, comme je vous avais déjà dit, c'est l'éducation initiale, qui est assez... même si c'est partout, il y a des crèches dans le monde, il y a quand même beaucoup de mères et de pères qui travaillent, qui doivent laisser leurs enfants dans une crèche, mais il y a un programme spécifique pour le développement des habilités, des compétences pour les enfants depuis cet âge-là. Et à partir du programme, l'objectif c'est de contribuer à la formation harmonieuse sur le développement équilibré des enfants depuis sa naissance. Ils sont acceptés à partir de 43 jours jusqu'à 2 ans, 11 mois. Le programme met en relief l'attention à la diversité linguistique, émotionnelle et culturelle des enfants. Alors là, à partir d'ici, on a la diversité linguistique, émotionnelle et culturelle. Pour parler de l'autre particularité du système éducatif mexicain, c'est très très riche, et je crois que c'est vraiment un des atouts les plus importants du système éducatif mexicain. Mais ça n'a pas été gratuit, parce qu'il y a eu quand même un mouvement politique assez important en 1994 avec l'arrivée des zapatistes à l'échelle nationale, politique nationale.
Et si vous vous rappelez de zapatisme, c'est un mouvement de guérilla qui est entré en scène en 1994, le même jour que le traité de libre commerce avec les États-Unis a été mis en marche. Donc c'était assez symbolique, c'était un des objectifs justement de ce groupe armé, qui en fait c'était un groupe armé avec des armes en bois. C'était plus ou moins une proposition plus d'être à nouveau prise en compte. Et les zapatistes ont pris leur nom de Emiliano Zapata, celui qui était un général de la révolution mexicaine du début du siècle, du XXe siècle. Et donc, avec l'éruption de l'armée zapatiste, on recommence à parler de la composante indigène chez nous, au Mexique. Donc, à partir de là, on a recommencé à parler de quels sont les besoins spécifiques de notre population. Et il se trouve en fait qu'on conserve actuellement 68 langues différentes à l'espagnol au Mexique. Ce qu'il reste, parce qu'il y avait beaucoup plus avant la colonisation espagnole, mais on essaie de maintenir ces 68 langues, et chaque langue a évidemment, pas uniquement, c'est pas une question uniquement linguistique, mais c'est aussi une question de la culture que ces langues véhiculent, transmettent. Donc, à partir, c'est à cause de ça qu'on parle depuis l'éducation initiale de la diversité culturelle linguistique de tous nos élèves. C'est vraiment un des composants les plus importants. Et quand Luis Miguel vous parlera de la télésecondaria, c'était aussi dans les années 70 un des objectifs, atteindre les communautés les plus éloignées et qui ont le plus de problèmes. Je ne sais pas, tu nous diras s'il y a des programmes enregistrés en langue différente que l'espagnol pour la télésecondaria. C'est possible le náhuatl, parce que c'est le plus nombreux. C'est plus commun que parler. Après l'espagnol, le náhuatl est la langue mexicaine la plus parlée. Il y a beaucoup de variétés. Hein. Il y a, pour le náhuatl, aussi bien que pour le maya, par exemple, il y a une vingtaine de dialectes. Et quand je dis dialecte, maintenant, auparavant, on disait l'espagnol et les dialectes des Mexicains. Comme si parler des langues différentes de l'espagnol, c'était quelque chose d'inférieur. Ah ben bon, c'est une vision très coloniale. Et actuellement, évidemment, ça a changé. On parle de l'existence des langues avec ces dialectes. L'espagnol même, à Mexico, on a des dialectes entre un Mexicain du centre du pays et un Mexicain du nord. Entre nous, ici, on vient de différentes régions du pays. Et on parle de dialectes assez restreints dans des régions géographiques. Donc voilà, et cette carte-là, c'est une carte pour les universités interculturelles. On a vu au début qu'il y avait l'interculturalité qui fait partie du programme de l'éducation initiale, et pour tous les niveaux éducatifs, ça continue. Il y a eu maintenant l'ouverture et la fondation des universités interculturelles. Si vous voyez, c'est toute la région du sud où il y a le plus de populations indigènes. Et dans toutes ces universités, il y a des populations qui... Alors, qu'est-ce que c'est l'éducation interculturelle? L'éducation interculturelle, c'est les indigènes qui viennent à faire leurs études au niveau supérieur en leur langue. Ils parlent leur langue et ils commencent maintenant même à former d'autres étudiantes en leur langue. Et c'est très intéressant. Par exemple, en médecine, il y a beaucoup de différentes façons de parler des maladies. Et cette cosmovision qui est assez particulière pour une culture, pour les Mayas, par exemple, pour les Nahuatl, au centre du pays, pour les Zapotèques, à Oaxaca, etc. Et il y a une cosmovision, il y a une utilisation même assez différente des terminologies par rapport aux maladies
qui sait l'utiliser en espagnol, évidemment avec une perspective occidentale. Donc on devrait faire une seule présentation que sur les universités interculturelles, parce que c'est vraiment énorme. Et ça m'a beaucoup surpris quand je suis arrivée ici en France il y a 2 mois, qu'on parlait justement du fait qu'en France, il n'y a pas d'études dans une langue différente que le français, à aucun niveau. Enfin, on peut, dans les écoles, il y a des enfants qui parlent des langues françaises différentes au français, comme le breton, en corse, l'occitan, je ne sais pas si c'est une langue occitan, mais il n'y a pas de cours. Alors, les élèves peuvent prendre des cours, je ne sais pas, nulle part. C'est vrai que c'est satellite, hein, c'est quelques heures à certains moments. Alors, tu as des écoles où il y a un tout petit peu plus, notamment en Bretagne, de bilinguisme, mais après, tu peux pas. Enfin, au collège ou en études supérieures, c'est pas du tout possible. C'est pas du tout possible, non. Bon, voilà, donc ça, c'est pour moi une des particularités assez importante du système éducatif mexicain. Alors, nous allons maintenant à la formation d'enseignantes au Mexique. Les écoles normales, comme vous avez vu, se trouvent dans les niveaux de l'éducation supérieure. Et c'est un niveau de licence, il faut faire le bac plus, c'est l'équivalent au bac plus 4 à la fin des études de l'école normale. On a 5 différentes écoles normales. Il y a on va faire des études pour être enseignante, on appelle ça educadoras. Non? On a ici représentante, educadoras, institutrice, et éducation maternelle. Puis, pour éducation maternelle, je ne sais pas si vous suivez un programme spécifique pour l'éducation initiale. De 0 à 3 ans. De 0 à 3 non. Non, à partir de 3. Il avait, mais pas Non, encore. c'est éducation initiale, préscolaire. Mais il y a les deux. Oui. Éducation maternelle et éducation initiale. Ah, ouais. Oui. Je crois que maintenant c'est très bizarre qu'il y a une formation pour éducation initiale. C'est ensemble les maternelles et les initiales, mais pas beaucoup l'initiale, c'est plus un focus en maternelle. On se focalise plus sur l'éducation maternelle. Mais normalement, le programme éducatif intérieur, ça datait de 1984, je crois. Et l'éducation initiale, faisait partie aussi de ce type de l'éducation, de la normale d'éducadoras. Après, il y a les études pour l'éducation primaire, l'éducation secondaire. Dans tous ces 3 niveaux, il y a l'équivalent pour l'éducation interculturelle. Donc, il y a les écoles normales qui existent, par exemple, dans tous ces endroits où c'est marqué, il y a des écoles normales qui peuvent aussi faire leurs études pour devenir enseignants dans les différentes langues et cultures qui sont présentes dans leur région. Et c'est là, par exemple, que l'adéquation curriculaire prend forme, parce que là, véritablement, les élèves se mettent à travailler, à étudier leur langue, leur expression culturelle, linguistique, etc. Après, il y a l'éducation physique pour les écoles primaires et les écoles secondaires. Je ne sais pas, il n'y a pas des écoles normales ici, parmi vous, d'éducation physique. Hein? Puebla, en Vine, il y a. Bon, il y en a un peu partout dans le pays, mais ils peuvent travailler, faire des cours pour l'éducation physique en particulier, dans les écoles primaires et les écoles secondaires, pas dans l'éducation maternelle. Là, c'est uniquement les educadoras, les institutrices ou instituteurs, parce que enfin, il n'y a pas beaucoup d'hommes entre... C'est comme chez nous. Non, Ouais. mais le professeur d'éducation physique peut travailler au maternelle aussi. Ah, oui, c'est aussi? Ok. Je croyais que ça restait... Enfin, d'après ce que je savais, il était resté
ici est secondaire. Mais non, il y a une erreur, il faut corriger là. Ça, ils travaillent aussi dans les écoles maternelles. Et puis l'éducation spéciale, c'est l'éducation pour tous ceux qui ont des besoins spécifiques, les malvoyants, les malentendants ou d'autres problèmes physiques, neurologiques, etc. Et c'est dommage parce que c'était aussi un des programmes assez importants de l'éducation normale au Mexique, mais maintenant il existe depuis les années 90, ce qu'on appelle la politique d'inclusion éducative, qui permet que tous ces étudiants, tous ces élèves qui ont des problèmes malvoyants ou malentendants ou de retardement ou d'autres particularités ou besoins éducatifs, ils peuvent rentrer dans les écoles, on va dire, générales, enfin, avec une population qui a plus ou moins les mêmes caractéristiques, pour ne pas dire normale, parce que c'est quoi la normalité? On dit ordinaire. Ordinaire. C'est pas beaucoup mieux non plus. Non, enfin. Et enfin, le problème, c'est qu'actuellement, les normales d'éducation spéciale sont en train de disparaître. Et c'est dommage. Parce que dans aucune des autres écoles normales, on prépare nos élèves pour se confronter à ces besoins spécifiques. Moi, par exemple, je travaille dans une école normale d'éducation primaire et on ne sait ni les langages des signes, on ne connaît pas l'écriture braille, comment on dit? Braille. Ou d'autres outils qui peuvent nous permettre de nous approcher aux besoins spécifiques de cette population. Mais vraiment, enfin, dans un semestre, dans la discipline de psychologie, parfois, ou biologie, on nous prépare plus ou moins pour savoir quelles sont les différences, les particularités de cette population, mais franchement, on n'a pas, enfin, nous comme formateurs des élèves dans ces écoles normales, on n'a pas cette préparation. Ou bien on la cherche nous-mêmes, hein, mais il n'y a pas une formation, et ça je crois que c'est un besoin, mais urgent. Donc voilà pour les écoles normales, c'est les 5 différents types d'écoles normales qui existent. Elles ont toutes une duration de 4 ans. Et après, ils peuvent continuer, tous ceux qui finissent leurs études d'éducation normale peuvent continuer à faire des études de master, doctorat, etc., en investigation éducative. C'est surtout, déjà là, et le profil doit être beaucoup plus académique. Ils doivent faire la recherche. Et quoique, une des objectifs de la réforme éducative, est justement, c'est de faire les écoles normales, de faire sortir des gens beaucoup plus académiques, avec un profil beaucoup plus académique, avec un profil plus maître d'école. Parce que jusqu'au dans les années 80, fin des années 80, où les premières réformes des écoles normales ont lieu, notre profil, j'étais formée en 80, je finis l'école normale là où je travaille en fait, en 87, et c'était toujours un profil d'éducation de bac. On sortait du collège, on rentrait tout de suite à l'école normale. Je crois qu'ici ça a changé en 84. Par là, et on terminait le collège et tout de suite on commençait, on faisait 4 ans. On terminait en même temps le bac plus notre école normale. Et après, on continuait si on voulait faire des études supérieures à l'université, etc. Mais notre formation initiale était au niveau du bac. Bon. La formation d'éducation primaire, celui-ci, c'est le programme proposé pour 2018. Si vous cherchez dans les documents officiels du ministère de l'Éducation au Mexique, vous allez trouver ça comme si c'était en train de se dérouler actuellement, mais ce n'est pas le cas. En fait, il y a dans la page web du ministère de l'Éducation au Mexique, presque tous les programmes sont de 2018
alors qu'ils ne sont pas encore, même pas finis, ils n'ont pas été approuvés. Il y a des écoles, par exemple la normale d'éducation physique à Mexico, ils viennent de refuser et ils disent on ne va pas le faire. Alors que par exemple dans mon école normale là où je travaille, ils ont dit non, on ne veut pas le faire. Et de point de vue, disons, officiel, la réforme est en train de se dérouler, mais dans la réalité, pas du tout. Les professeurs qui travaillent là, ils continuent avec le programme antérieur, c'est 2012. Donc, si vous voyez, un des changements importants, c'est que ce que vous voyez là, c'est l'anglais. C'est les sœurs d'anglais qui actuellement doivent se faire, parce que l'objectif c'est qu'au bout des études de l'école normale, les professeurs ou les instituteurs soient bilingues en anglais. Il y avait le français aussi comme langue étrangère, mais actuellement n'est pas du tout pris en compte, c'est que l'anglais. Et c'est une quantité énorme, c'est plus de 30 heures par semestre, alors qu'il y a d'autres matières comme la philosophie, enfin comme je suis prof de philosophie, ça me touche personnellement, qui sont effacées du programme, complètement. Il y a ce qu'on appelle la formation civique, mais à part ça, il y a la formation à la citoyenneté, mais à part ça, vraiment, le programme vise surtout à former des professeurs beaucoup plus actifs, déjà en anglais, bilingues. Ils doivent finir leurs études à l'école normale en étant bilingues, ce qui quand même, je ne suis pas sûre. Ils sont à un bon niveau, mais c'est surtout dans les écoles pour la secondaire, l'école secondaire, que eux, effectivement, comme ils sont de la spécialité d'anglais, on en a 2 ici, qui sont de futurs collègues en anglais. Et évidemment, il y a un bon niveau d'anglais et vous devez suivre des cours à part, etc. Mais de parler de tous les élèves de les écoles normales qui finissent avec un niveau extraordinaire d'anglais, alors qu'ils ne parlent même pas très très bien parfois l'espagnol, surtout quand on parle des écoles normales qui sont dans des endroits où la langue espagnole, ce n'est pas leur langue maternelle. Et pour la formation en éducation secondaire, il y a un tronc commun qui est la première année, la première et deuxième semestre, et puis après, il y a toutes les spécialisations. Tout au long des 4 ans, il y a des matières, des sujets qui continuent à être plus ou moins, je ne sais pas, 1 ou 2 matières par semestre, qui font toutes les spécialités. Mais sinon, la spécialisation continue à partir du 3e semestre. Ils font leurs études dans les différentes spécialisations demandées par l'école secondaire. Biologie, espagnol, physique, etc. Il y avait jusqu'à il y a 2 ans le français, pareil, maintenant c'est fini, c'est terminé. Dommage parce qu'à l'école normale supérieure, on enseignait aussi le français et on formait des professeurs pour apprendre le français dans les écoles secondaires. Mais maintenant, c'est fini. Dommage. Est-ce que il y a des spécialités au niveau, avant d'entrer à l'école normale, au niveau par exemple du baccalauréat, qui fait que les élèves, les étudiants vont choisir des spécialités où en gros c'est un peu indéterminé, puis finalement, parce que par exemple en France, on sait que si on veut être professeur de maths, on va plutôt déjà avoir un baccalauréat scientifique et derrière faire une licence en mathématiques. En théorie, on pourrait le faire autrement, mais on sait que c'est le seul cursus qui va fonctionner. Et du coup, là, je me demandais, puisque ça arrive tôt, en fait, dès le 3e semestre, la spécialisation, est-ce qu'il y a déjà des choses avant l'entrée à l'école normale qui font que vous allez choisir tel ou tel cursus, quoi? Non. Tu peux rentrer dans un bac général, ou dans un bac scientifique, ou dans un bac sciences humaines, et tu rentres, et là, tu choisis
ta spécialité. Il y a un seul examen pour entrer. Il faut dire qu'au Mexique, aussi bien pour le bac au lycée que pour l'école supérieure, il faut se présenter un concours. C'est un concours général, ce n'est pas un concours pour avoir une place dans les services professionnels, c'est un concours pour avoir accès à l'éducation. Et donc tu présentes ton concours, tu rentres dans cette école, mais aussi pour la primaire, enfin, tu vois, c'est dommage, c'est pas du tout visible, mais il y a algèbre, géométrie, maths, musique, éducation physique, histoire, géographie, et ça c'est disons le paquet de disciplines. Là c'est le paquet sur la recherche, sur la formation de base des outils méthodologiques. Et il y a sur le travail aussi, ici, il y a tous les programmes versent sur les questions pédagogiques. Mais là, c'est la question des sujets. C'est pareil qu'ici, c'est les professeurs d'école primaire et du collège, enfin, plus d'école primaire sont polyvalents. Alors, ils doivent enseigner toutes les disciplines. Et pour l'éducation secondaire, on rentre et on continue. Je ne sais pas comment ça se fait. Au bout d'un moment, on choisit une discipline, on choisit une spécialisation. Comment vous avez choisi votre spécialisation, vous, ceux qui sont dans une école supérieure? Moi, j'ai fait un examen. Baccalauréat, oui. J'ai fait un examen et j'ai trouvé que le mieux pour moi, c'était être professeur. Et j'aime bien la littérature, donc j'ai choisi la spécialité de l'espagnol. Quand tu rentres à l'école normale, oui. Tu fais le concours et tu passes directement à l'espagnol ou tu le fais quand tu es déjà à l'école normale? Non. Quand tu rentres à l'école normale, tu choisis avant d'entrer. La spécialisation. Oui. Et après, tu fais un examen général et tu peux rentrer. Ok. Mais c'est tout. L'examen, c'est l'examen que vous présentez, c'est le même pour tous? Oui. Vous choisissez la spécialisation avant. Ok. Et ça dépend de quoi? Le nombre de places disponibles? Dépend de la norme. Le nombre de places que la norme propose. Dans mon école, l'offre de spécialité, c'est pas la même toutes les années. Par exemple, quand je rentrais, j'ai pouvais choisir deux options, mathématiques ou anglais. C'est tout. Après, l'année prochaine, l'offre était anglais seulement. Ça change chaque année. Ça dépend de l'école. Ça dépend C'est de... différent de ma ville parce que nous avons toutes les spécialités. Donc, je peux choisir dans 8 disciplines, je crois. C'est déjà si ça? Bon, voilà, donc ça doit changer alors par rapport aux besoins particuliers de chaque région. Oui. Parce que bien que ce sont des écoles qui partagent le même programme, le programme se fait au niveau fédéral. Chaque école normale, à part les 5 écoles normales qui sont à Mexico, dont l'école nationale où je travaille, ce sont des écoles fédérales, c'est-à-dire qui dépendent directement du ministère national d'éducation, alors que pour le reste des écoles normales, elles sont toutes dépendantes des ministères d'éducation de leurs États. Et là, il y a évidemment, chaque État décide comment gérer leur matricule, etc. Okay? Mais pour le programme est le même dans toutes les écoles normales, avec cet espace d'adéquation curriculaire.
Bon, voilà, le mapa curriculaire de l'éducation secondaire. C'est beaucoup plus chargé que pour l'école primaire. Et ça, c'est le premier et deuxième semestre. La première année que c'est le tronc commun. Et à partir d'ici, tout ça, c'est la spécialisation. Tout ça, c'est la spécialisation. Et pour le septième et huitième semestre, la dernière année, ils doivent préparer leur travail comment on dit, de réception pour obtenir leur titre comme professeur. Voilà, l'éducation spéciale, je vous disais que c'était l'éducation dans les écoles normales pour les besoins spécifiques de la population. Éducation spéciale. Actuellement, on en parle en fait de l'inclusion éducative. 20 ans après que cette politique d'inclusion s'est mise en route, on arrive à changer le nom et on parle actuellement de l'inclusion éducative. Et, mais il y a cette partie, c'est en fait la partie où on parle justement de comment préparer les élèves dans des stratégies pour l'attention à des besoins éducatifs spécifiques. Il y a surtout la perspective pour l'inclusion pour les élèves qu'on appelle aptitudes qui en a comment on dit ça, qui s'apprend beaucoup plus vite que le reste. C'est pas forcément qu'ils sont un problème pour voir ou entendre, etc. Mais c'est plutôt les élèves qui ont des aptitudes sobresalientes, comme on dit, pour devenir, qu'ils s'apprennent beaucoup plus facilement. À haut potentiel. À haut potentiel, voilà. Des élèves voilà, je l'avais là. Au potentiel. Et il y a aussi des problèmes de langage, de communication, mais c'est surtout actuellement l'inclusion, c'est dirigé vers surtout les élèves de haut potentiel. Et là, du coup, il n'y a pas d'option ou de spécialité sur ce programme-là. C'est-à-dire quand on rentre dans le cursus inclusion éducative, on fait les 8 semestres, tout le monde fait pareil, ou il y a un peu des colorations parce que tu sais que tu vas plutôt travailler avec les enfants, par exemple, qui ont un déficit auditif ou pas. Est-ce qu'il y a des spécialités? Non. Ils font tous le même cursus, exactement le même cursus. Et en fait, ce programme n'est pas celui qui est actuellement en fonction. Mais de toute façon, à l'intérieur, ne prenait pas en compte non plus ces différences. C'était général. Ils faisaient tous des cursus, par exemple, pour la langue des signes, pour le braille, et d'autres supports pour la population avec des besoins spécifiques. Donc voilà, maintenant on va parler rapidement sur... je vais vous donner quelques dates importantes pour parler de comment on est arrivé là où on est actuellement. La création des écoles normales, c'est en 1887, fin du 19e siècle. La création de l'université nationale, c'est après, 1910. On est là sous le régime de Porfirio Díaz, c'était juste avant la Révolution mexicaine. En fait, l'université nationale de Mexique a été fondée en février 1910 et la révolution a commencé en novembre 1910. Alors il a eu le temps, Porfirio Díaz. C'est le projet, je crois, le plus important, même à tous les niveaux, qui a réussi, Porfirio Díaz. Même s'il est devenu le méchant de film dans l'histoire mexicaine, mais vraiment c'était un type qui a formé, qui a mis les bases pour ce qui est actuellement la République mexicaine. Vraiment, c'était un type, un homme d'État, et un homme d'État en plus l'État de son époque. Il y avait des dictatures, c'était normal. Le dictateur, le président, c'était un homme fort, mais avec
l'arrivée de la révolution mexicaine, tout ça a changé et c'est devenu vraiment un type. Toute la population mexicaine haït Porfirio Díaz. Je crois qu'il faudrait récupérer plus ou moins sur tout ce qu'il a fait. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes qu'il a fait. Puis le système éducatif mexicain, après la révolution mexicaine, a été formellement construit en 1921. Et quelques années plus tard, après aussi, avec la révolution mexicaine, et la création du prix, ce qu'on appelle le prix actuellement, qui n'était pas nommé comme ça, il avait un autre nom, mais c'est celui qu'on a actuellement compris. Il est né en 1929 avec un autre nom. Le prix, c'est comme le petit-fils du Parti national révolutionnaire, ça s'appelait comme ça, et PNR, et 1934 a changé Parti de la Révolution mexicaine, PRM, et puis en 29 c'était en 1940 est devenu le Partido Revolucionario Institucional. La révolution a été institutionnalisée. Et en 1943, et ça c'est important, a été créé le syndicat national des travailleurs de l'éducation. Il y a un seul syndicat pour tous les niveaux éducatifs jusqu'au collège, pour tous ceux qui sont professeurs jusqu'au niveau de collège. Et c'est un niveau national. Il y a des sections, mais il y a un seul, il n'y a pas un syndicat du nord, un syndicat du sud. Il y a des sections au sud, au nord, au centre du pays, mais c'est un seul syndicat. Et c'est très puissant. Et il faut se rappeler qu'à partir de la révolution mexicaine, le prix a créé un des systèmes politiques les plus costauds qui existent jusqu'à maintenant. Il était très puissant parce que le parti, le PRI, a créé, à partir de cette structure de parti, il a créé des structures aussi ouvrières, paysans, d'autres types de groupes corporatistes. Il y a eu les syndicats des travailleurs de pétrole et il y avait une seule boîte pour Petróleos Mexicanos qui existe toujours, mais maintenant ils ont commencé avec la réforme énergétique à vendre les services. Mais l'exploitation du pétrole, c'était jusqu'à il y a 300 et uniquement fait par le Petróleos Mexicanos. Oui, Petróleos Mexicanos. Donc, le système de parti a fait que tous ces syndicats étaient la structure corporatiste qui vraiment a donné de la force à ce système qui est resté dans le pouvoir depuis la fin de la Révolution mexicaine, qui est en 1921, qui était formalisé par la création du parti en 1929. Et c'est à partir de 1929 que le parti s'est emparé du pouvoir. Il n'a pas lâché jusqu'à l'année 2000, quand Vicente Fox est arrivé au pouvoir. Lui, c'était le premier président qui n'était pas de PRI, qui était du PAN, Parti Action Nationale, qui était toujours l'opposition. Historiquement, depuis les années 40, le PAN était à l'opposition. Et pendant 2 sexennats, Fox et Calderón, ces deux-là, de l'opposition, ce qui était l'opposition plutôt de droite, le Parti Action Nationale, c'était un parti conservateur. C'est un parti conservateur, chaque fois plus. Mais bon, leur politique, c'était pas très stable, pas très... il y a eu d'autres composantes, comme la violence, le narco, etc., qui sont devenues vraiment ingérables. Et finalement, en l'année 2012, le PRI a récupéré le pouvoir avec Peña Nieto. J'ai mis Ayotzinapa 2014, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Ayotzinapa, c'est devenu un symbole de la répression, et surtout de la répression du système politique au niveau national envers les étudiants des écoles normales.
Pourquoi? Parce que les écoles normales continuaient quand même à être le symbole d'une résistance politique au niveau surtout idéologique. Et c'est jusqu'à 4 ans après, ils sont 43 étudiants d'une école normale de l'État de Guerrero dans le sud, avec une importante composante indigène, sont disparus. Et depuis, il y a eu plusieurs, disons, explications de la part du gouvernement qui ont fait intervenir des différents acteurs comme le narcotrafiquant. Le gouvernement au niveau fédéral et au niveau local disent ouais, c'était pas nous, c'était le narco, mais bon, un État qui laisse une violence aussi puissante que le narco à se passer, et elles disent ouais, on sait pas, hein, c'est pas notre faute, c'est la faute au narco. Pourquoi est-ce qu'il y a du narco dans ton État, à Guerrero, n'importe où? Enfin, d'après les sciences politiques, c'est pas possible. Un État, même avec la violence, comme disait Weber, c'est l'exercice de la violence, l'exercice de pouvoir. Si un État n'exerce pas son pouvoir, il y aura forcément un autre acteur qui viendra pénétrer ce vide de pouvoir. C'est ce qui est arrivé et qui arrive encore. Donc Ayotzinapa reste là pour la mémoire collective et c'est quand même aussi un des éléments qui ont mis un frein à cette réforme qui était en train d'arriver depuis les années 2010, plus ou moins. Et en 2012, c'était le premier changement de la réforme du programme des écoles normales. Mais avec le mouvement de Ayotzinapa, tout ça, c'est quand même mis un frein. On est là. On ne bouge pas trop, on est resté coincé. C'est devenu un problème beaucoup plus politique qu'académique ou scolaire. Et avec ça, il faut ajouter un autre élément qui est quand même très, très important, qui est la victoire de la gauche le mois de juillet au Mexique. Avec López Obrador, Andrés Manuel López Obrador AMLO, de sigle, qui est un homme de gauche qui s'était déjà présenté, c'était sa 3e fois de se présenter aux élections présidentielles. Son programme était toujours un programme de gauche et il a toujours confronté la réforme éducative. Alors, actuellement, la réforme éducative, où on est? Le néant. Parce qu'il va prendre le pouvoir le 1er décembre, dans 2 semaines. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, depuis qu'il était élu, mais il était élu d'une façon, enfin, avant lui, uniquement Vicente Fox en 2000 a eu autant de votes qu'il y a eu un autre président mexicain. Parce que jusqu'à là, c'était des élections plus ou moins légitimes, légales, mais tout le monde avait quelque chose à dire sur cette légitimité. Mais avec Fox, il n'y a pas eu de doute. Tout le monde s'est vraiment voté sur les bulletins de vote. Et lui, il a été élu président avec une légitimité, mais jusqu'à là, inconnue. Il n'a pas profité, il n'a vraiment pas fait ce que les gens espéraient de lui. Je crois qu'il est, c'est mon avis personnel, très simplement, je crois qu'il n'était pas capable, et qu'il n'était pas non plus entouré d'une équipe assez puissante, assez forte pour profiter du pouvoir et faire quelque chose d'important. Et puis bon, Calderón, c'est la continuation de ce schéma très néolibéral, très depuis 1994, comme je vous disais tout à l'heure, quand les zapatistes sont entrés dans la scène nationale, c'était le même jour où le Mexique a pris la voie néolibérale avec l'entrée au traité de libre-échange avec l'Amérique du Nord. Depuis, on est dans une voie néolibérale à fond. Et ça, évidemment, a comme conséquence que
Nous savons actuellement en éducation, toutes les réformes sont surtout destinées elles veulent former des élèves surtout en 2 domaines spécifiques, l'informatique et l'anglais. Depuis les niveaux les plus bas, enfin les plus éducation initiale, maternelle, etc., on met l'accent sur la formation, sur un profil qui soit très fort, très costaud en l'informatique et l'anglais. Et toutes les autres questions humanistiques ou techniques, c'est pas trop fort, trop important. Bon, je vais terminer ici. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce que je voulais surtout vous expliquer comment cette réforme proposée par l'actuel président qui est encore à pouvoir, Peña Nieto, c'était une réforme éducative qui a été mise en place, mais son nom c'est une réforme éducative, mais ça n'a pas touché en fait au fond de la question ni académique ni pédagogique. Il n'y a pas de réforme du tout au niveau de l'enseignement, de la formation des enseignantes, de la structure, de l'infrastructure pour l'éducation. Il y a encore un énorme manque de moyens dans tous les niveaux de services éducatifs au Mexique, absolument tous. Mais ce qu'ils ont fait, c'est quand même d'arriver à obliger les professeurs en fonction à passer des concours pour être évalués. Alors, l'évaluation, c'est le noyau de cette réforme actuellement en marche au Mexique. Et cette évaluation, c'est une évaluation punitive, c'est une évaluation qui poursuit le but de faire de professeurs le responsable de tous les résultats à l'éducation de tous les niveaux. Et cette évaluation, c'est une évaluation, disons, on ne prend pas en compte les particularités ni géographiques, ni linguistiques, ni culturelles. Alors, si vous voyez l'éducation interculturelle d'un côté, c'est vraiment quelque chose de très bon, une des meilleures choses qu'il y a dans le système éducatif mexicain, mais de l'autre côté, il ne le prend pas en compte au moment de l'évaluation. Tout ce qu'il prend en compte, c'est si les professeurs, une fois qu'ils se présentent à un concours, et là c'est un concours d'opposition, il doit se présenter 3 fois. Si à la 3e fois, il continue à ne pas avoir son degré, il perd sa place. On a des contrats à durée indéterminée. Une fois qu'on sort de l'école normale, si on se présente à un concours, on peut avoir un contrat de durée indéterminée, mais avec cette réforme, on a un contrat de durée déterminée uniquement pour 1 an, au bout duquel il y a la première évaluation, le premier concours. S'il n'arrive pas à l'avoir, il faut le faire une 2e fois et puis une 3e fois. Si au bout de la 3e fois, cette évaluation est négative pour lui, alors il perd son contrat. Il n'est plus du tout dans les services éducatifs. Mais de toute façon, tout ça, le futur président, quand il rentre en fonction, il a déclaré formellement qu'il allait arrêter et tout ça, oublier, effacer, comme un coup de torchon, la réforme éducative. Ça a été très 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 cher. Déjà, il y a eu beaucoup de ressources qui se sont dépensées pendant ce sexennat et c'était surtout la publicité pour le ministre de l'Éducation. Et donc, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas où l'on va, on ne sait pas qu'est-ce que nous allons faire, ni au niveau des écoles, de l'infrastructure, de la formation. On est au milieu de rien.